Rebonjour, je pense que vous étiez déjà tous là il y a une demi-heure. Donc on va un peu continuer. Donc, au début, c'était comprendre un peu les caractéristiques du marché de l'implant suisse pour mieux le connaître, mieux l'appréhender et mieux y accéder, en fait, en tout cas s'approcher à lui. Maintenant, on va comprendre les points sur lesquels il faut être vigilant pour adapter votre CV à la Suisse. On ne va pas dire comment rédiger un CV. On va voir quels sont les points différents par rapport à un CV français et comment mieux répondre, bien répondre aux attentes d'un recruteur suisse. On démarre toujours, nous du groupement transfrontalier européen, par cette information, la Suisse est un pays étranger. Vous me direz, mais merci, si je suis là pour apprendre ça, autant repartir chez moi. Alors, oui, mais on remarque qu'il y a encore de nombreux candidats qui n'ont pas forcément intégré cette notion. Et on le voit quand on voit leur CV, quand on parle avec eux, quand on voit déjà comment ils approchent la démarche de la candidature. Et pourtant, attention, un recruteur, français et suisse, n'importe, est en quête de compétences techniques, bien entendu, mais également de compétences sociales, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui soft skills, dont on retrouve la capacité d'adaptation à un contexte différent, contexte professionnel différent. Cette capacité est d'autant plus importante lorsqu'on recherche et on intègre une entreprise qui est pour nous étrangère, dans un pays étranger. C'est à nous de nous adapter lorsqu'on va travailler en Suisse. C'est à nous de nous adapter aux codes culturels dont je vous parlais tout à l'heure, qui peuvent être différents et qui donc informent également l'environnement professionnel. Je vais vous parler de la ponctualité, je vais vous parler de l'humilité, je vais vous parler également de cette tendance à régler les différends de façon consensuelle et non pas conflictuelle, un fort respect de la hiérarchie. Donc, même lorsque vous êtes en mode candidat, donc dans votre phase de candidature, passez ce message, faites comprendre aux recruteurs que vous avez compris que vous êtes en train de postuler dans un pays étranger, que donc vous souhaitez intégrer une entreprise à l'étranger. Il sera rassuré parce qu'il se dira, bon, il a compris, donc il va être sûrement un collaborateur capable de s'intégrer et de respecter nos codes culturels. Je schématise, mais encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, pour avoir parlé, pour discuter souvent avec des recruteurs, avec des RH, avec des sociétés de placement, c'est exactement ça. Et avant d'aller voir vraiment de rentrer dans le vif du sujet, juste un petit mot également sur quel est le but de votre CV. Pourquoi vous rédigez votre CV? Pourquoi on vous demande un CV? Quelle est sa mission principale? Le CV sert non pas à vous faire décrocher un emploi. Dans l'immédiat, il vous sert pour vous faire décrocher un entretien d'embauche. C'est-à-dire qu'il doit pouvoir donner envie aux recruteurs d'aller plus loin dans la connaissance de votre profil. Il faut qu'il donne envie aux recruteurs de prendre le téléphone, le clavier pour vous contacter. Donc votre CV doit être une belle carte de visite qui vous met en valeur. Et ça veut dire quoi, vous mettre en valeur? Ça veut dire souligner aux recruteurs l'adéquation entre votre profil et son besoin. Et son besoin, normalement, à exprimer sous forme d'offre d'emploi. Et cette adéquation, on peut l'avoir si l'information passe. Si vous écrivez un CV, même dans la même langue, on est sur le français, en ce qui concerne la Suisse romande, dans tous les cas, pour la plupart des cas, en Suisse romande. Mais si l'information, moi, recruteur, je ne la comprends pas, même si l'adéquation, moi je ne la vois pas, l'adéquation, vous allez comprendre. Quand je vais vous faire des exemples sur un CV. Mais rappelez-vous ça, le but, c'est de faire décrocher un entretien d'embauche et il faut que vous mettez en valeur, qu'il souligne votre valeur ajoutée et surtout la réponse que vous pouvez donner aux besoins du recruteur. Alors là, vous n'allez rien voir. Écoutez-moi.
Vous allez comprendre. Alors, c'est un modèle, hein, donc. On commence par les coordonnées personnelles. On indique évidemment le nom, l'adresse. Il faut comprendre que je vis à l'étranger. Donc on indique également le pays, France, et on rajoute un préfixe international au numéro de téléphone. Pourquoi cela? Pour une question stratégique et pragmatique. Stratégique, je vous disais tout à l'heure, il faut faire un petit clin d'œil au recruteur. J'ai compris, je suis étranger, ne vous inquiétez pas, je vais m'adapter et je m'adapte tout de suite. Ok, j'ai compris, je fais les choses dans les règles d'art et j'ai introduit un préfixe international parce que je vis à l'étranger. Mais il n'y a pas que ça. À chaque fois que j'anime cette conférence, je fais toujours je présente mon cas personnel. Vous l'aurez compris, je ne suis pas française, je suis italienne. Admettons, donc j'habitais à Rome avant de venir en France. Je quitte ma Rome natale et je suis embauchée en Suisse. Je pars en Suisse à Genève, sans avoir jamais vécu en France. Admettons. Je reçois votre CV, il m'intéresse. Je veux vous contacter. Le but, décrocher un entretien d'embauche. J'essaye de vous appeler, je compose en 06, en 07. Bon, bref. Bah, évidemment, j'appelle depuis la Suisse, je n'arrive pas à vous joindre. Est-ce qu'à votre avis, je prends le temps d'essayer de comprendre le pourquoi, de demander à ma collègue ou à mon collègue, écoute, est-ce que tu peux m'expliquer? Et même si j'ai compris que vous habitez en France, je prends la peine d'aller chercher sur Google, parce que quand on n'habite pas en France, on n'a pas jamais habité en France, sachez qu'on ne connaît pas le préfixe international français. Hein. Juste pour voilà. Je passe à un autre CV. La concurrence est souvent rude, donc j'ai d'autres candidats qui attendent d'être contactés. Donc vous voyez, même si votre CV a été intéressant, je ne pourrais pas aller plus loin. Après, on continue. Donc, on indique également la nationalité si vous êtes ressortissant d'un pays européen. Donc, vous allez française, italienne, espagnole, voilà. Pourquoi? Parce que dans ces cas-là, grâce aux accords bilatéraux, la délivrance du permis G reste une simple démarche administrative. En fait, votre nationalité n'est pas un obstacle à votre embauche. Après, on voit encore, ça fait 11 ans que je travaille au sein du groupe promoteur transfrontalier, je vois encore des CV avec écrit permis B. Le permis B en Suisse, c'est un permis de résidence. Donc là, je suis perdue. Je reviens sur mon exemple personnel, fictif. Je reçois votre CV. Après, j'ai peut-être compris que vous habitez en France, mais en même temps, vous dites permis B. Alors, même si je peux comprendre que permis B, c'est un permis de conduire, mais quel est le message que vous êtes en train de m'envoyer? Ce candidat, il n'a même pas pris le temps de comprendre comment on fonctionne, même pas pris le temps de s'imprégner de la culture, de l'organisation du pays où il veut aller travailler. Est-ce que ce candidat fera l'effort, une fois intégré l'entreprise, de s'adapter à une culture professionnelle et du travail différente? Pas sûr. Après, une question, on reçoit souvent aussi des questions sur la photo. Alors, si la photo est demandée, est-ce que c'est nécessaire ou pas d'avoir une photo? Si la photo est demandée sous l'offre d'emploi, on ne se pose pas la question, on met la photo. Si la photo n'est pas demandée, c'est à vous de choisir. Par contre, il faut qu'elle soit de bonne qualité. Pas des photos en mode vacancier. Et j'en ai vu. C'est du réel, c'est du terrain. Lunettes sur les cheveux, derrière, c'est un document professionnel, donc on reste professionnel. Et ça c'est personnel. Une chose que j'aime pas du tout non plus, ce sont les photos, c'est souvent les messieurs qui font ça, qui font la copie de la photo de leur pièce d'identité. En France, on sait très bien qu'il y a vraiment un protocole très précis et sévère. Il faut être, il faut pas rire, il faut pas sourire, il faut être sérieux.
C'est votre carte de visite, donc voilà, donnez envie quand même d'aller un peu plus loin de la lecture de votre CV. Donc, franchement, aujourd'hui, on passe vraiment par la case photographe. C'est un petit investissement que vous allez amortir vite fait, car vous allez utiliser aussi cette photo pour d'autres supports de communication professionnelle, tels que LinkedIn, par exemple. Après, on continue avec un peu l'intitulé de votre CV. La fonction que vous visez. Assistant de direction, ingénieur, voilà. C'est une fonction encore plus importante d'ailleurs quand vous envoyez une candidature spontanée. Le recruteur à qui vous envoyez une candidature spontanée ne vous a rien demandé. Donc au moins, dites-lui pourquoi vous le dérangez. Je cherche autant qu'un poste d'assistant. Ce n'est pas à lui de le comprendre. Et aussi notre petite remarque par rapport à cet élément du CV, qui ouvre une petite parenthèse d'ailleurs. Il faudra avoir en principe un CV, un long CV, global, général, très détaillé. Et après, retravaillez-le en fonction de chaque candidature, de chaque offre d'emploi à laquelle vous répondez. Faites carrément une analyse de l'offre. Remaniez à chaque fois votre CV, retravaillez-le. Donc s'il y a une fonction qui est indiquée dans l'offre, là vous allez retrouver la même fonction. Vous allez, évidemment, si ça correspond au poste que vous cherchez, mais la terminologie peut un peu changer. Donc utilisez la même terminologie utilisée dans l'offre d'emploi. Et dans la même rubrique, indiquez, et ça même si vous cherchez d'ailleurs en France, indiquez 2-3 éléments qui font votre valeur ajoutée, qui vous mettent en avant. Ce sont des éléments qu'on va sûrement retrouver dans le CV. Mais soyez pédagogue avec les recruteurs. Prenez-les par main et allez, essayez aidez-le à voir ce qui vous met en valeur. Et ce qui vous met en valeur, comme je le disais tout à l'heure, c'est ce qui répond à l'adéquation, à son besoin. Donc il souligne l'adéquation entre votre parcours professionnel et son besoin. Le CV est lu très rapidement. Donc vraiment, soyez stratégique. Par exemple, vous pouvez mettre en avant, si vous maîtrisez 3 langues, les 3 langues que vous connaissez. Même si après, on va retrouver l'information dans la rubrique compétences linguistiques. Mais hop, tout de suite, on le voit. D'accord ? Si vous avez travaillé déjà plusieurs années dans le secteur d'activité du recruteur, indiquez-le, même s'il va le comprendre après. Mais encore une fois, ça vous met en valeur tout de suite. Ça souligne cet élément qui est un plus pour vous, sur votre profil. Ensuite, alors, là, on propose un modèle de CV par compétences. Ce n'est pas obligatoire. Encore petite parenthèse, désolé. Il y a toujours des petites digressions quand je parle du CV, mais j'essaie de dire plusieurs choses en petit peu de temps, donc ce n'est pas forcément facile. Si vous allez écouter 10 consultants différents sur comment rédiger un CV, vous allez avoir des points de vue différents. Sur certains points qui relèvent du point subjectif de la personne. Ce qu'on essaie de faire là, c'est vraiment simplement de souligner les erreurs à ne pas commettre. Comme le permis B. Permis B, c'est une erreur. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est comme ça, un permis B, c'est un permis de résidence en Suisse. Là, par contre, c'est un conseil. Donc après, vous faites comme vous voulez. Il faut que vraiment vous soyez à l'aise avec votre CV. C'est votre carte de visite à vous qui doit vous correspondre. On vous conseille d'indiquer les compétences, donc les hard skills, les savoir-faire que vous avez acquises tout au long de votre parcours. Et organiser ces compétences par secteur. Ce n'est pas un exercice facile. Enfin, moi, je le trouve vraiment pas facile. Sachez qu'on a nos conseillers emploi qui sont formés aussi pour ça, pour vous aider à regarder, à voir quelles sont vos compétences, à les exprimer et à les organiser lors de la rédaction de votre CV. Et après, et regardez, je tourne la page, parce que ça c'est encore une autre caractéristique d'un CV suisse, on peut s'étaler sur 2 pages. Quand je suis venue en France, j'étais assez choquée parce qu'on me disait il faut rester sur une page. Je dis mais non, je ne peux pas. Donc là, sachez que vous pouvez être un peu plus clair, utiliser 2 pages sans problème. Et c'est là que vous allez parler de vos expériences professionnelles, de façon antichronologique, donc de la plus récente à la plus ancienne.
qui vont démontrer les compétences que vous avez décrites dans la page précédente. Indiquez le poste que vous avez occupé. Après, indiquez aussi la société au sein de laquelle vous avez travaillé et indiquez aussi le secteur d'activité. Pourquoi ? Vous vous rappelez, je vous disais que la mission de votre CV aussi, c'est d'informer. Si le recruteur ne comprend pas l'information que vous donnez, il peut passer à côté d'une information clé qui pourrait lui faire comprendre que vous êtes fait pour le poste qu'il cherche, qu'il ouvre. Je fais aussi toujours un exemple personnel, un peu pour soutenir un peu ce que j'ai dit, qui reste un peu, parfois ça peut rester un peu dans le théorique. Admettons que je cherche comme RH un poste de assistant, de conseiller après-vente, service après-vente, dans la grande distribution, et que vous avez travaillé 10 ans au Casino d'Annemasse. Ah mince, je ne sais pas si je peux parler d'enseigne pendant que je suis en vidéo. Bon, voilà. Disons qu'au début, quand je suis arrivée en France, pour moi, quand on me disait d'aller faire des courses dans ce magasin, je ne comprenais pas. Pour moi, c'était un magasin une société de jeux. Vous voyez ? Donc, admettons, vous m'envoyez votre CV. Je cherche quelqu'un de service après-vente de la grande distribution. Vous indiquez uniquement que vous avez été donc service après-vente chez cette entreprise, ce magasin, sans préciser les missions effectuées, sans rien me dire. Ok, je dis, bon, il a travaillé là, mais bon, dommage, j'ai cherché quelqu'un qui était spécialisé, qui connaissait déjà bien le domaine de la grande distribution. Voilà, je passe à côté d'une information utile, qui pourrait vous mettre en avant, qui pourrait, au contraire, faire comprendre, ah bien, c'est un candidat qui connaît très bien déjà le langage professionnel de ce domaine, qui connaît déjà très bien la grande distribution. Je passe à côté d'une information. Au contraire, vous dites, j'ai travaillé dans cette entreprise et je précise le secteur, donc grande distribution. Voilà, là l'information, elle passe, elle arrive, je la comprends. Et en plus, vous allez aussi indiquer les missions que vous avez effectuées, les tâches réalisées et les résultats aussi obtenus, si vous en avez. Essayez d'être précis sur ce que vous avez fait, car cela va démontrer les compétences acquises que vous avez listées dans la page précédente. Après, on passe à la rubrique formation et diplôme. Alors là aussi, là vraiment c'est important. Le concept de mission d'informer. Quand vous écrivez, partez du principe que le système scolaire français, on ne le connaît pas à l'étranger. Quand je suis arrivée en France et on me parlait de bac, je ne comprends pas, moi. Donc encore l'exemple précédent, je débarque de Rome à Genève et je reçois votre CV, je ne comprends pas le bac. Je ne vous dis pas BTS, DUT, tutti quanti. Je ne le comprends pas. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai un peu du mal. Pourquoi je mets cette rubrique ? Il faut que j'informe le recruteur de mon niveau de formation. Mais si cette information, je ne la comprends pas en tant que recruteur, ça ne sert à rien. Je ne le comprends pas. Donc, aidez le recruteur à pouvoir vous positionner au niveau de formation. Donc, si vous ne connaissez pas et si les équivalents n'existent pas, donnez une idée. Par exemple, vous avez fait un DUT, vous indiquez DUT, il ne faut pas changer le nom de votre certificat, il s'appelle comme ça, il s'appelle comme ça. Indiquez voilà, où vous l'avez obtenu, l'année, la ville, le pays. Et après, entre parenthèses, niveau, équivalent, maturité. Parce que le baccalauréat, encore une fois, on ne le connaît pas à l'étranger. En plus, pour moi, c'était même plus facile. En Italie, on parle de maturita. Donc, maturité, c'est facile. Baccalauréat, je ne comprenais pas. Maturité plus 2, maintenant, il me semble que la réforme a changé. Bon, bref, 2 ou 3 années de formation universitaire. Et là, je comprends. La formation est passée. La mission est accomplie. Langue. Si vous êtes de langue maternelle française, ça, c'est l'erreur qu'ils font beaucoup de Français
indiquer le français langue maternelle. C'est en plus. Car surtout dans des postes, ce sont des directions, je ne sais pas, où la rédaction est très importante, en principe, quelqu'un de langue maternelle maîtrise la langue française mieux que quelqu'un qui ne l'est pas, en principe. Et après, toutes les autres langues que vous connaissez, effectivement, il faut l'indiquer. Alors, là aussi, soyez précis. Il faut que l'information passe. Si vous indiquez niveau scolaire, aussi je faisais cette erreur-là. Niveau scolaire, d'un italien, d'un français, d'un espagnol pour la connaissance de l'anglais n'est pas forcément le même, normalement, au niveau scolaire d'un scandinave. Vous voyez, en principe, globalement, c'est comme ça. L'information ne passe pas, je ne sais pas vous positionner. Alors, ce qui vous aide, c'est un cadre de référence du Conseil de l'Europe. Il vous propose 3 niveaux de connaissance d'une langue étrangère. Niveau A, B, C, niveau A étant le plus bas, et C le plus élevé. Et chaque niveau, 2 sous-niveaux, A1, A2, B1, B2, C1, C2. C'est très facile. On l'a testé, voilà, c'est vraiment, si vous êtes honnête, et je vous invite à l'être, déjà pour une question morale, mais aussi parce que lors d'un entretien, si vous avez indiqué que vous maîtrisez une langue étrangère, le recruteur, et ça aussi, alors c'est pas du vécu, là par contre, c'est des témoignages d'adhérents et d'amis que j'ai eus, ils sont capables, les recruteurs, de switcher dans la langue que vous avez indiquée. Donc après, il faut assurer. Lisez ce cadre et vous allez pouvoir vous positionner. Et ils font des exemples par sous-niveau. Donc après, voilà, je sais parler, je sais utiliser la langue au niveau professionnel, mais vraiment, c'est bien détaillé, donc vous allez pouvoir vous positionner de façon très aisée. Et si vous avez utilisé la langue pour votre travail, indiquez-le, même si forcément vous avez travaillé, je ne sais pas, 10 ans en Angleterre, c'est fort probable que vous ayez travaillé en anglais. Peu importe, indiquez-le quand même. C'est un élément, donc, utilisation professionnelle de la langue. Ça vous met en valeur. Et encore une fois, ça souligne un élément important. Soyez pédagogue avec les recruteurs. Il a lu, il a compris, mais là, hop, vous allez faire un petit zoom sur un élément qui va être votre valeur ajoutée. L'une de vos valeurs ajoutées. Après, bureautique, donc tous les logiciels que vous connaissez, indiquez les logiciels que vous connaissez, que vous avez utilisés ou vous utilisez encore aujourd'hui, en indiquant également le niveau de maîtrise. Bonne connaissance, utilisation professionnelle, c'est un plus évidemment. Et surtout, lisez bien l'offre. S'il y a un logiciel qui est demandé dans l'offre d'emploi et que vous le connaissez, indiquez-le, même si vous l'avez oublié quand vous aviez rédigé votre CV général. Attention, je raconte toujours ce cas d'un adhérent qui était un informaticien chevronné, en fait, un senior, donc il connaissait beaucoup de logiciels. Il était venu me voir pour un entretien emploi. Il avait amené l'offre à laquelle avait déjà répondu, malheureusement, et son CV. Donc je lis, il y avait un seul logiciel qui était demandé dans l'offre. Un seul. Donc je lis son CV, je dis mince, vous connaissez, il avait indiqué plusieurs logiciels, après virgule, 3 points de suspension. Je dis, vous en connaissez beaucoup, monsieur, mais mince, vous ne connaissez pas le seul qu'il demande. Il me dit, mais si, madame, bien sûr. Je dis, mais regardez. Il a dit, mais j'ai pas bien analysé l'offre. Le seul qui était demandé n'était pas dans sa liste. L'information clé n'était pas donnée. Et pourtant, elle avait cette maîtrise-là. Donc, lisez l'offre et retravaillez votre CV. Centre d'intérêt. Le centre d'intérêt, on les indique que s'ils ont un intérêt. Donc, s'ils donnent une information supplémentaire, complémentaire par rapport à votre savoir-faire ou savoir-être. C'est mon point de vue. D'accord ? Il y a d'autres coachs qui disent indiquez vos loisirs, vos passions. Ça peut créer un lien avec le recruteur. Donc là aussi, faites un peu comme vous sentez, comme vous êtes à l'aise. Moi, je vous donne mon point de vue. Pour moi, le centre d'intérêt est là pour donner une information complémentaire. Si vous avez un savoir-faire, un savoir-être en plus, qui peut être important pour le recruteur. Exemple, je cherche un travail comme assistante de direction. Je suis bénévole dans une association en tant que comptable, je l'indique. Pourquoi ? Parce que ça donne
une information sur un soft skill, cette générosité, la disponibilité d'aider les autres. Et en plus, une information sur votre hard skills, donc la comptabilité, l'aisance avec les chiffres, une certaine rigueur. Ce sont quand même des compétences qui sont appréciées par le recruteur. Dernier point, et après je termine ici, les références. Indiquez les références. Les personnes qui peuvent témoigner de votre qualité professionnelle. 2, 3. Et il faut que ces personnes soient au courant de cette démarche. Il faut qu'elles sachent qu'ils donnent l'accord pour qu'elles soient dans la liste. Et ne se retrouvent pas après avec un appel. Oui, de quoi vous parlez? Voilà. Indiquez le nom, le prénom et le niveau hiérarchique quand vous travaillez avec cette personne.